Bienvenue dans Octopus, le podcast Made in Belgium de la LIFRAS, Ligue francophone de recherche et d'activités subaquatiques. Ici, on prend une grande inspiration et on plonge ensemble dans l'univers fascinant du monde subaquatique. Ajustez votre masque, réglez vos palmes, Octopus commence maintenant. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Alors Jean-Claude Taimans, qui est assis en face de moi, il est quand même très connu dans le milieu de la plongée belge, ou en tout cas de tous ceux qui fréquentent la Zélande aux Pays-Bas. Peut-être pour cerner un petit peu le personnage, j'aimerais bien savoir qui tu es et d'où tu viens. Je suis belge pour commencer, je suis plongeur amateur. J'ai commencé la plongée, ma toute première plongée, c'était en décembre 1969. Et depuis là, je n'ai plus beaucoup arrêté la plongée. Euh, Peut-être un tout petit peu moins pendant mes années d'études, mais par la suite, j'ai commencé à plonger très régulièrement aux environs des années 1980, donc fin des années 70, début des années 80, où là, j'ai vraiment plongé à fond. Où là, il ne se passait pas une semaine où j'étais pas dans l'eau. Alors Jean-Claude plongé à fond, ça veut dire quoi ? Ça signifiait que je faisais entre 150 et 250 plongées par an, à peu près en moyenne. Tu as une idée du nombre de plongées que tu as dans ton carnet ? Un petit moment que je n'écris plus dans le carnet. Mais bon, ici en Zélande, ça doit être entre les 5 et 6 000. Et au total, ça doit être aux environs des 10 000. Tu es toujours un plongeur très actif ? Toujours actif. Je pense peut-être un peu moins profond qu'avant, puisque j'ai découvert la vidéo depuis que je suis à la retraite. Mais je fais quand même encore en moyenne entre 150 et 180 plongées par an. Est-ce que tu connais des plongeurs qui ont autant trempé leurs palmes dans les eaux zélandaises ? À ma connaissance, je ne pense pas. Il y a peut-être des Néerlandais, mais je ne les connais pas. Pour moi, tu es la personne qui a écrit le guide de référence sur la Zélande. C'est quoi ce guide ? Dive Nice Zealand. Ce guide référence en fait les plongées zélandes en mettant l'accent principal sur les plongées accessibles du bord, avec dans l'objectif de répondre à quelques questions fondamentales pour un plongeur du bord, c'est savoir où, quand, comment, pourquoi, avec qui. Où plonger ? Comment plonger ? Qu'est-ce qu'il me faut ? Pourquoi plonger ? Qu'est-ce qu'on va y trouver ? Comment est-ce que je dois organiser ma plongée ? Et avec qui ? Quel est le niveau indispensable ? Alors je vois que tu as une approche très méthodique de la plongée, ou en tout cas de l'approche de la plongée en Zélande. Comment ça a commencé tout cela ? D'abord, pour commencer, le fait d'être méthodique est un petit peu une déformation professionnelle. J'ai une formation d'ingénieur mécanicien. Ingénieur technicien en mécanique. Oui, je suis un vieux de la vieille. Ceux qui ont appris à calculer avec des règles à calcul et au Commodore 64. Revenons sur ce guide Dive Nice Zélande. Ça représente du travail. Il y a combien de plongées référencées ? À l'heure actuelle, en comptant la totalité, il y a un peu plus de 200 manières de plonger différentes dans Dive Nice Zélande. Ce n'est pas toujours des sites différents, mais ce sont des itinéraires différents. Ce sont des sites qui étaient connus ? Ce sont des sites repris dans d'autres guides ? Pas tous. Et ce qui a été repris dans d'autres guides, ça ne faisait grosso modo à l'heure actuelle qu'à peu près 60-70% de ce qu'ils avaient été repris. Et à l'époque où j'ai commencé à étudier un tout petit peu les sites de plongée, il existait un petit folio qui s'appelait Duikwijs Zeeland, où il y avait uniquement des noms de sites et une description en 2 lignes. Et finalement, j'ai passé mon temps pour commencer à refaire tous ces sites-là. Et dans un deuxième temps, à me poser la question, ce qu'il pouvait y avoir entre 2 sites. En me basant, bien entendu, sur des cartes de marine pour tomber quand même sur des lieux plongeables. D'où te vient l'idée de faire un guide sur la Zélande ? Purement par hasard. En fait, j'ai commencé par prendre des notes sur mes sites de plongée. C'était il y a combien de temps ? Oh, ben non, les premiers, ça doit faire une bonne trentaine d'années. J'ai donc pris des notes, j'ai fait des petits dessins, qu'à un moment donné, j'ai refait sur AutoCAD. Et alors, au centre de plongée à Wemelding, chez Frans, à un moment donné, j'étais en train occupé à consulter mes petites notes, où il n'y avait vraiment
pas d'écriture, simplement un dessin, quelques petites notes. Et le gars, il avait ça, il m'a dit: «Beh, tiens, est-ce que tu peux me faire une trentaine de photocopies? Je vais essayer de vendre ça parce que ça peut intéresser les gens. Comme ça, tu as un petit quelque chose et on te paye un verre avec ça». Je me dis: «Bon, bah, c'est très bien». J'ai dit: «Écoute, je vais t'en faire une trentaine, je vais mettre une petite couverture et puis bon, la semaine prochaine, je les amène». La semaine d'après, j'ai été revoir Frans le vendredi et je lui ai remis ça. Le dimanche, je repasse chez lui avant de repartir en Belgique. Il vient vite chez moi. Il me dit: «Écoute, les 30 exemplaires sont vendus. Est-ce que pour la semaine prochaine, tu peux m'en faire 100?» Et c'est simplement arrivé comme ça et là, on s'est aperçu qu'en fait, il n'y avait absolument rien qui existait. Par la suite, ça a évolué, donc j'ai commencé à améliorer les dessins. J'ai mis plus de texte dans un premier temps. Dans un second temps, j'ai commencé à m'intéresser aux marées. En me disant ceci: «Oui, mais on dit 20 minutes avant, 10 minutes avant, par-ci par-là». Ça marche très bien, quand on est à Wimbledon, mais quand on se retrouve au Prempot, on est accroché au rocher. Alors j'ai dit: «Tiens, est-ce qu'il y a moyen de regarder ça, mais quelque chose d'un peu plus scientifique, qui n'est pas obligatoirement du pim pam poum, du bouche à oreille?» Et alors je me suis aperçu qu'il existait ici aux Pays-Bas un atlas des courants, l'HP33. Et alors l'idée a été de relier l'HP33 au carnet de marée. Ce qui donc, à partir de là, avec les vecteurs courants, je pouvais recréer des courbes et recréer un calcul qui me donnait le point zéro de mise à l'eau. Par après, ça marchait très bien, mais c'était pas encore tout à fait parfait, puisqu'à un moment donné, on se retrouvait dans des directions de courant qui pouvaient présenter un danger. Donc plutôt que de moduler à ce moment-là le courant de part et d'autre de ce point zéro, je le décalais sur certains sites, notamment le Zeelandbrug, où d'un côté on peut dériver vers de Val, ce qui pose un sacré problème parce qu'il y a des gros bateaux qui rentrent et que c'est à moins de 100 mètres. Et de l'autre côté, il y a Zierikzee, mais là on a 1300 mètres pour réagir. Donc il vaut mieux dériver du côté de Zierikzee plutôt que du côté de Val. Donc ça m'a fait un tout petit peu modifier cette manière de calculer, qui est en partie mathématique avec les informations de l'HP33, des carnets de marée, et une partie liée à l'expérience. Alors, ça c'était, jusqu'à ce moment-là, on a toujours resté au format papier. Est-ce que c'est ta formation t'a aidé à un moment dans ton approche de la plongée? Bah, l'avantage d'une formation d'ingénieur, c'est qu'elle ne signifie qu'une seule chose, c'est qu'on est apte à apprendre. Donc on peut réétudier, bon, à la limite, on va se renseigner chez des spécialistes et ça permet de faire une synthèse. Ça veut dire que toi, par rapport à toute cette approche de la plongée qui était sans doute très novatrice à l'époque, tu as été te former, comment ça ou bien c'est Heu, toi-même qui t'es auto-formé? Beaucoup d'auto-formation et alors évidemment, j'ai suivi donc mais ça il y a quelques années, une formation concernant tout ce qui était marée et hydrologie à l'université de Brest, où les cours étaient en ligne, où il y avait d'ailleurs d'excellents cours sur tout ce qui était marée, mais bon, on bouffe des maths à tout casser, hein. Bah, tu sembles à l'aise avec les maths, tu sembles à l'aise avec la plongée, tu as de l'expérience et c'est comme ça, d'une certaine manière, que le Dijknaeszeeland va s'étoffer. Exactement. En fait, ça, c'était la deuxième grande chose et puis maintenant, la troisième grosse évolution, ça a été de passer du format papier au format PDF. Avec un énorme avantage, c'est qu'il y a moyen de mettre des liens. Et je veux dire, par exemple, la personne qui a Dive Nice, s'il va cliquer, par exemple, sur parking d'un site de plongée, Google Maps va lui tracer sa route, donc va lui servir de GPS virtuel. Ça, c'est la dernière évolution, en fait. J'ai l'impression que tu es très fier quand même de Dijknaeszeeland là. Ben, je suis pas mécontent de moi. Est-ce que tu as des remarques? Est-ce que les plongeurs viennent vers toi? Oui, 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 oui. Au départ, j'avais beaucoup de remarques. Au départ, il y avait les questions de courant qui étaient mal compris, donc ça, c'est, mieux étoffé. Donc là, j'ai dû faire quelques modifications dans Dive Nice, car je n'avais pas été suffisamment précis dans mes explications apparemment. Donc là, il posait des questions, mais pour l'instant, ça va. À l'heure actuelle, ceux qui m'ont encore posé des questions, c'est sur l'influence du vent sur les courants. Bon, mais là, c'est vraiment très compliqué. Là, évidemment, il y a un petit e-book qui est à part de Dave Nice, en fait.
puisque rien que pour expliquer tout ça, c'est pas difficile. J'aurais rajouté 64 pages ou 65 pages à Dave Nice. Ça veut dire qu'il n'y a pas que Dive Nice, comme Il n'y a pas que Dave Nice. qu'est-ce qu'il y a d'autre? En fait, en guide de plongée proprement dit, il y a un guide de plongée sur Bonaire qui est sur le même principe. Il y a un guide de plongée sur Curaçao sur le même principe. Et à ce moment-là, il y a le Tour de France des plongées du bord, également sur le même principe de Dave Nice. Il y a des e-books qui, techniquement parlant, sont plus pointus, qui sont nettement techniques. Quels sont-ils? Il y a sur les plongées de nuit, la plongée dans les mers à courant, la plongée sous glace, la plongée dans les mers froides, la plongée à partir d'un bateau, les recherches d'objets, remontées d'objets. Ça, c'est toute l'expérience de Jean-Claude qui parle. OK, super Jean-Claude. En tout cas, ces liens, ils intéressent tout le monde. On les mettra en description, bien évidemment. Impeccable. Alors, j'ai envie de revenir un petit peu sur ton histoire, sur ton parcours de la plongée, parce que tu as dit 6000 plongées en Zélande, mais comment est-ce que tu as appris à plonger? Qu'est-ce qui t'a donné envie de plonger? J'ai un oncle qui habitait aux États-Unis, qui était instructeur de plongée. C'était quelqu'un qui avait fait la Seconde Guerre mondiale dans les forces britanniques, en fait. Et sa manière de plonger s'en ressentait? Un tout petit peu, oui. Donc tu as commencé, j'imagine, avec des plongées relativement engagées, alors? Engagée et froide. Alors, donc c'est aux États-Unis que tu as appris la plongée Oui. et puis comment est-ce que tu as débarqué en Zélande, alors? J'ai commencé à plonger ici, parce qu'il y avait, j'avais fait la rencontre de Néerlandais, puis après on plongeait avec des copains néerlandais et ainsi de suite, quoi, hein. Donc au départ, on plongeait entre gens qui se connaissaient, sans passer par un club, sans passer par quoi que ce soit, quoi. Et je vais revenir sur la construction du guide ici, Dive Oui. Nice. Ça veut dire que pratiquement, comment choisissais-tu tes sites de plongée? Sur papier, avec l'expérience d'autres personnes? En fait, il y avait toujours les gens qui disaient: «Bon, voilà, je connais ça, bon, on va aller voir», et en fait, il y a toujours un truc qui est très intéressant, ce sont les cartes de marine, puisqu'il y a les isobates. Donc les isobates, on peut présumer que s'ils sont très resserrés, ça signifie que le fond descend rapidement, donc ça signifie que c'est peut-être potentiellement un site de plongée intéressant. Et c'est comme ça que tu as découvert les sites? Et c'est comme ça qu'on a commencé à découvrir les sites. D'ailleurs, dans Dave Nice, les sites où il y avait strictement aucune référence, ils sont faciles à repérer dans Dave Nice. C'est le jardin de Jean-Claude 1, c'est le jardin de Jean-Claude 2, c'est le jardin de Werner, c'est le jardin de Caroline. Donc où il fallait bien trouver un nom, quoi. D'accord. Il y a des sites que tu préfères, ou il y a des sites qui sont peut-être extraordinaires à découvrir? Disons que dans les SCO, pour moi, mon site favori, c'est Skelpook. Énormément d'anémones, des grandes anémones, mais ce sont des plongées qui sont dures. Ce sont des plongées, il y a du fond, on peut descendre à 62 mètres de profondeur. 62 mètres en Zélande? Oui, il y a même plus que ça, mais là, on ne peut pas plonger. Donc là, on ne dira pas où ça se trouve. Et Skelpook, c'est quand même 800 mètres à pied, et il y a un courant épouvantable. D'où la taille des anémones. Il y a d'autres sites? Il y a un site que j'affectionne particulièrement, et à l'heure actuelle qui est facilement accessible aux débutants, c'est dans le Versemeer, qui commence à bien s'oxygéner depuis que l'écluse est ouverte. C'est à Geersdijk, qui est un site excessivement coloré, à laquelle il est très facile d'aller plonger avec des enfants, puisqu'il y a un petit plateau qui ne descend pas plus bas que 3 mètres. Alors ça, ce sont des sites qui sont référencés dans ton guide. Ils sont bien entendu référencés. Il me semble aussi qu'il y a des endroits qui sont complètement méconnus, qui sont peut-être pas conseillés, mais qui sont, en tout cas moi, qui m'ont titillé, comme on va dire. Ce sont des sites où il y a des anciens éléments militaires. Oui, Westkapelle, des bunkers, des blindés, de l'ancien équipement militaire. Alors moi, à titre personnel, c'est la première fois que j'entends qu'il y a des blindés En en fait, Zélande, hein. c'était le débarquement des forces canadiennes en 1944. Ça, ce sont des plongées qu'il faut faire avec des faibles coefficients de marée, quand il n'y a pas de vent, de préférence en hiver. Et effectivement, il y a des anciens bunkers. Tant qu'on reste dans la protection des digues à 10-12 mètres, ça va. Mais au-delà de ça, il peut y avoir un courant qui tire vers l'extérieur, c'est-à-dire en direction de l'Angleterre. Et là, ça peut être difficile pour revenir. Et c'est toi qui as découvert ce site? On en parlait 2 lignes dans certains écrits, normalement dans un journal que j'avais trouvé, qui était en Allemagne, qui s'appelait Tauchen. Ils en avaient parlé, mais sans plus expliciter, quoi. C'était pas un site de plongée spécialement. Pas un site de plongée spécialement, non. Alors il y a aussi la digue de Bonnemey, tu penses? Oui, c'est une digue qui est excessivement colorée, relativement difficile d'accès, qui est assez amusante.
et il n'y a pas grand monde qui y va. Et lorsqu'on est à droite de cette digue-là, il y a un port. Et dans ce port, on a pu y plonger il y a quelques années. Il y avait une ancienne église qui a été inondée et que la marine néerlandaise a dynamité. Il y a une quarantaine d'années, on voyait encore le clocher. Mais maintenant c'est fini, elle est en morceaux. Mais on ne peut plus y plonger parce que c'est considéré comme un port. Or, le problème qu'il y a, c'est que même si on essaie d'y aller un peu en stommelings, comme on dit à Bruxelles, il y a un problème, c'est que la Rijkswaterstaat, la police, a son local juste au-dessus. Donc on n'a aucune chance de passer inaperçu. Il n'y a pas un endroit aussi où il y a de l'artillerie allemande encore existante? De cette part d'artillerie allemande, en fait, il y a les anciennes fondations de la FLAC, donc en fait de la défense antiaérienne allemande, qui se trouve à Preckhill, qui est dans le nord de Greveningen. Mais bon, ça c'est plus en surface. Bon, c'est également excessivement coloré comme site. La visibilité est généralement bonne puisqu'on est vraiment déporté par rapport aux écluses de chasse du Greveningen. Par contre, c'est une plongée commando, hein, parce que pour y arriver, il y a à peu près 1 kilomètre à pied. Et après, on passe sur des algues glissantes, on en passe et des meilleures. Hein. Donc généralement, on va dans l'eau à 4 pattes et on sort à 4 pattes. J'ai l'impression... Je vais même faire référence, Jean-Claude, à notre première rencontre ici à Oosterdam, où avant de plonger, tu nous as tout de suite indiqué par où il faut aller, à la limite à quel rocher il fallait tourner, à quel endroit, les choses que l'on pouvait voir d'une manière extrêmement précise. C'est une de tes qualités, ça? Mémoire visuelle. Donc du moment que je rentre, si je fais mon petit croquis, 15 ans après, je m'en souviens. Pour tous les sites ici en Zélande? Pratiquement pour tous les sites. Toi-même, il y a des plongées qui t'ont interpellé, qui t'ont étonné? Oui, les plongées Westerskelde. Là, ça de la haute technicité. Quoi. Là, évidemment, de temps en temps, on se demande, et pourvu que je ne me suis pas planté dans les courants. Alors, tous les sites un peu exceptionnels, ou en tout cas, toi, qui te font rêver, qui sont très difficiles, hein, tu parles même de sites commando, c'est vrai que ce sont des sites qui sont pas très accessibles, ou en tout cas, il faut beaucoup d'expérience, il faut le rappeler à ceux qui nous écoutent ici. Il y a effectivement des sites où il convient d'avoir pas mal d'expérience, où il faut vraiment savoir ce que l'on fait. Pour nommer ces sites, je dirais l'ensemble de la Westerskelde. Alors, des sites comme Skelpoek, des sites comme Burskluis, ce sont des sites où les courants peuvent être très forts et où les courants peuvent tirer vers le bas. Donc là, ce sont vraiment des sites où il faut vraiment savoir ce que l'on fait. Tu as encore des projets pour la Zélande? Pour l'instant, c'est des mises à jour. Hein. Pour l'instant, c'est des mises à jour. Et alors, il y a une grosse mise à jour d'un e-book, notamment concernant l'influence du vent sur les courants, puisque là, on m'avait posé la question. Dans une des évaluations, il y a ce qu'on appelle la spirale d'Ekman. Et dans la spirale d'Ekman, je m'étais contenté de calculer 2 points, c'est-à-dire l'influence en surface et l'influence sur le fond, donc finalement ce qui nous intéresse comme plongeur. Et finalement, il y a quand même quelqu'un qui m'a posé la question, oui, mais qu'est-ce qui se passe entre les deux? Je dis ça, c'est effectivement évaluable, je ne dis pas calculable, mais évaluable. Seulement, c'est relativement difficile. Je peux le faire, donc je vais rajouter 1 ou 2 pages sur cet e-book, sur cette évaluation. Quoi. Tu es content quand les gens viennent te demander des conseils? Ah oui, je suis toujours très content. Je suis encore très content quand ils trouvent une erreur. Quand les gens trouvent une erreur, je suis toujours très content. Il y a un truc qui ne va pas. Je dis, écoute, je préfère pas, je vais aller regarder. Si je te dis que moi je te considère comme Monsieur Zélande? Avec mon estimation, j'estime connaître la Zélande à maximum 70%. J'estime qu'on ne connaît jamais la Zélande à 100%. Est-ce que tu espères encore trouver de nouveaux sites? Bon, on espère toujours. Hein. Ouais. On espère toujours, évidemment. Hein. La Zélande, c'est pas figé. Hein. Eh bien, on l'espère aussi, en tout cas, Jean-Claude. Merci. Merci. À bientôt. Cette interview a été menée avec curiosité et passion par Michael Leclerc. À la réalisation, Pierre Vandenbroek, avec le soutien technique de Focus Live. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Une idée de sujet, une histoire à partager? Écrivez-nous à octopus@lifras.be. Et si ce podcast vous a plu, pensez à le liker, le partager ou laisser un commentaire. Ça nous aide énormément à faire grandir ce projet. À bientôt!